Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après 37 ans de règne sans partage au Zimbabwe, Robert Mugabe, 94 ans, est assigné en résidence surveillée depuis 24 heures. L'armée contrôle tous les points névralgiques de la capitale Harare et la scène s'apparente à un coup d'État contre un héros de l'indépendance zimbabwéenne, devenu aux yeux de certains un tyran qui a dirigé d'une main de fer le Zimbabwe. Comment ce pays d'Afrique australe a-t-il basculé dans une crise politique aggravée par des batailles de succession au sein du sérail? Ce soir, Equinox Télévision vous donne les clés pour comprendre cette situation confuse au Zimbabwe qui interpelle tout le continent africain. À l'ère des Paradise Papers et des flux financiers illicites dans le monde, le Cameroun est aussi vulnérable face à l'évasion fiscale. Constat fait lors d'un forum international sur les flux financiers illicites qui se tient à Yaoundé. Vous écouterez des experts élaborer des stratégies de partage de renseignements pour limiter la fuite des capitaux dans le monde. Et vous suivrez également le malheur de l'équipe nationale de handball dames. Jusqu'ici, elles n'ont pas reçu de visa pour l'Allemagne où doit se tenir une compétition internationale de handball et elles s'entraînent dans l'indifférence totale. Et vocation à suivre dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'Union africaine condamne ce qui apparaît à ses yeux comme un coup d'État au Zimbabwe. En l'espace de 24 heures, l'armée a placé en résidence surveillée Robert Mugabe, président du Zimbabwe. Son homologue sud-africain confirme qu'il est détenu chez lui à Harare. L'armée zimbabwéenne a quadrillé tous les points névralgiques de la capitale zimbabwéenne. L'on note également qu'elle refuse de parler d'un coup d'État militaire, mais affirme qu'elle s'en prend uniquement aux criminels anti-révolutionnaires tapis dans l'entourage du président Robert Mugabe. Nos reporters Gladys Sidier et Carlos Minoué ont fait le monitoring des événements survenus au Zimbabwe entre mardi soir et ce mercredi. Regardez. Mercredi 15 novembre, la situation à la mi-journée au Zimbabwe. La confusion règne, les interrogations fusent de toutes parts. Que se passe-t-il réellement dans le pays? Qui dirige le Zimbabwe? Où se trouve le président Robert Mugabe et ses proches? Que veulent les militaires qui sont sortis des casernes depuis hier avec des chars et des armes lourdes? Aucune information officielle ne permet de répondre avec certitude à toutes ces interrogations. La situation est complexe et la confusion est totale. Des indiscrétions confient que le chef de l'État Robert Mugabe est entre les mains des chefs militaires. Ces derniers ont envoyé des troupes en grand nombre dans la capitale Harare pour prendre le contrôle des édifices de la radio-télévision nationale et d'autres points névralgiques de la ville capitale. Plusieurs autres personnalités ont été mises aux arrêts par des hommes en tenue. Mais jusqu'ici, aucune violence n'a été signalée et les populations sont confinées chez elles. Tout a commencé hier, en fin de matinée, quand les populations ont fait état de plusieurs explosions à Harare. Aux premières heures de ce mercredi, pendant une déclaration à la télévision publique, des militaires ont démenti qu'un coup d'État soit en cours au Zimbabwe. Who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice. There is a plan by the same individuals to influence the current regime which is taking place in the political sphere. Mugabe est engagé dans un bras de fer sans précédent avec le chef de l'armée qui a dénoncé en début de semaine sa décision de limoger le vice-président. Ce dernier bénéficie des soutiens forts au sein de l'armée. Ce limogeage serait donc la source de cette confusion qui s'est installée à Harare.
L'on parle aussi d'une guerre de clans dans l'entourage du chef de l'État à l'origine de la confusion. Les représentants diplomatiques ont commencé à réagir. L'ambassade des États-Unis a par exemple publié un communiqué recommandant à ses ressortissants de rester à l'abri chez eux jusqu'à nouvel ordre. L'ambassade du Royaume-Uni dans le pays a également diffusé un message sur son compte Twitter faisant état d'une activité militaire inhabituelle et appelant ses citoyens à rester en sécurité. L'ambassade du Canada a aussi appelé ses ressortissants à plus de prudence. Jusqu'à la mi-journée de ce mercredi 15 novembre au Zimbabwe, rien ne présage un retour à l'ordre constitutionnel. À la suite de cette situation assez confuse au Zimbabwe, les réactions sont assez divergentes entre les dirigeants africains et la communauté internationale. Déjà, l'Union africaine demande aux militaires de mettre un terme immédiat à leur action et réclame le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Zimbabwe. Le président nigérian appelle les acteurs politiques et militaires à éviter toute action qui puisse plonger le Zimbabwe dans un conflit inutile qui aurait un impact négatif dans cette sous-région d'Afrique australe. Par contre, l'Union européenne appelle à un dialogue pour sortir de la crise et le Royaume-Uni est allé plus loin et exige déjà l'organisation des élections libres et justes afin que les Zimbabwéens puissent décider de leur avenir. Selon le Royaume-Uni, Robert Mugabe est un tyran qui a dirigé d'une main de fer le Zimbabwe. Par contre, c'était un héros au début des années 80, lui qui a lutté pour l'indépendance du Zimbabwe. Il a été élu président pour la première fois dans les années 80, mais son mode de gouvernance va exacerber les tensions sociales durant des crises économiques. En 37 ans de règne, Robert Mugabe a survécu à ses adversaires politiques et surmonté tous les problèmes de santé. Cependant, sa longévité au pouvoir a cristallisé des batailles de succession au sein du sérail. Portrait d'un héros de l'indépendance zimbabwéenne, panafricaniste et dirigeant autoritaire, c'est avec Kedjara et Carlos Minwe. Âgé de 93 ans, Robert Mugabe est à ce jour le plus âgé des chefs d'État au monde. Né le 21 février 1924 à Kutama, dans l'ancienne Rhodésie du Sud, aujourd'hui Zimbabwe, il arrive au pouvoir le 31 décembre 1987. Il est âgé de 29 ans seulement. Avant d'être président de la République, celui qui est considéré comme l'un des pères de l'indépendance sera d'abord Premier ministre de 1980 à 1987 sous l'ère du président Canaan Banana. Il sera réélu président 5 fois de suite, en 1990, en 1996, en 2002, en 2008 et enfin en 2013. Diplômé des universités de Fort Hare, de Londres et d'Afrique du Sud, Robert Mugabe est l'un des chefs de la guérilla à avoir combattu pour l'établissement d'un pays souverain et non ségrégationniste. Il s'est démarqué dans les années 2000 en lançant une réforme agraire censée corriger les inégalités du passé colonial. Plus de 4000 agriculteurs de race blanche du Zimbabwe ont été expulsés de leurs terres qui ont été redistribuées à des Noirs. Réforme qui avait poussé Robert Mugabe à affirmer que son pays a réussi à être de nouveau autosuffisant sur le plan alimentaire, et cela grâce à une bonne centralisation de l'agriculture. Plus tard, il fera de nouveaux ajustements en rappelant certains fermiers blancs. Au-delà de l'agriculture, il a œuvré pour la réconciliation des anciens colons, investi massivement dans l'éducation, la santé, des actions qui pousseront la reine d'Angleterre à lui décerner la distinction de commandant de l'ordre de Bath en 1994. Mais progressivement, l'homme bienveillant, ancien directeur d'école, basculera vers l'autocratie. Même si pour une partie de sa population, il reste et demeure le père de l'indépendance. Comment le Zimbabwe, ce pays d'Afrique australe, a-t-il basculé dans une crise politique aggravée par des batailles de succession et avec cette scène qui s'apparente à un coup d'État? Sur ce plateau avec nous, Bombok Bengan, consultant et analyste politique sur Equinox Télévision. Bombok Bengan, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir à nos téléspectateurs. Vous réagirez bien sûr sur cette scène qui s'apparente à un coup d'État au Zimbabwe, mais avant la réaction des parlementaires camerounais avec des similitudes qui existent entre la situation vécue au Zimbabwe et peut-être celle qui est risquée au Cameroun, avec un chef de l'État également qui a déjà passé plus de 30 ans à la tête du pays et dont les risques d'instabilité politique inquiète également la communauté nationale et internationale. Comment réagissent
les parlementaires camerounais face à ce qui est présenté comme un coup d'État par l'Union africaine au Zimbabwe? Élément de réponse avec Guy Zogo dans ce reportage. And their security is guaranteed. La chute de Robert Mugabe au Zimbabwe est commentée à l'Assemblée nationale par les députés. Au RDPC, l'armée est présentée comme devant garantir le bon fonctionnement des institutions. Toute armée doit être une armée républicaine, c'est-à-dire elle est là pour protéger les institutions et non pour véritablement exercer le pouvoir politique. On verra pour la suite des événements. Un avis que l'on ne partage pas au MRC, où l'on explique que Robert Mugabe avait perdu les repères et aurait dû passer la main. Trop, c'est trop. À un moment donné, lorsqu'on dirige, quand on commence à perdre des repères, il faut passer la main à la jeune génération. Son sort est comparé à celui de Bourguiba en Tunisie. Robert Mugabe est en train de partir comme Bourguiba était parti. Quand les Tunisiens ont compris qu'il avait perdu les repères, alors on lui a seulement dit d'aller rester dans une résidence et il a perdu le pouvoir. Le mouvement pour la défense de la République MDR lui indique qu'une autre issue plus sereine aurait pu être envisagée. Pour toute situation où c'est la force, c'est la brutalité qui agit, ce n'est pas bien. Il aurait été plus souhaitable de faire un passage en douce, ce qui serait encore bien pour tout le monde. Pour autant, ce parti admet qu'on n'est plus se lasser de Robert Mugabe. Le patriarche, puisqu'il s'agit de Mugabe qui a quand même, je pense que jusque-là c'était le plus ancien. Il a mis du temps, peut-être que le peuple s'est lassé de lui, mais s'il fallait changer de dirigeants, peut-être qu'il fallait organiser ça d'une autre manière. Reste pour le MRC qu'il y a là une issue qui pourrait arriver à d'autres. Ce qui est arrivé à Mugabe, ça peut arriver à d'autres personnes. Même à moi, si je veux rester à la tête longtemps, si les militants de bas disent non, ça ne va pas. Moi, je suis député aujourd'hui. S'il m'arrive d'avoir 2 mandats, 3 mandats, je dis que non, 3 c'est trop. Finalement, bien que loin en Afrique australe, le Zimbabwe fait retentir son écho sur tous les leaders politiques africains. Nous n'hésiterons pas. Précisons que l'Union africaine a réagi et condamne ce qui apparaît comme un coup d'État au Zimbabwe et demande à l'armée de respecter l'ordre constitutionnel au Zimbabwe, d'éviter toute effusion de sang. Je vous le disais sur ce plateau avec nous, Bombok Bengan. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation politique très tendue et confuse au Zimbabwe? C'est la mauvaise gestion, ou alors si vous voulez, les hésitations portées par le président zimbabwéen Robert Mugabe pour, j'allais dire, la gestion des dissensions au sein de la ZANU-PF. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la longévité au pouvoir ici. Il s'agit de gérer l'alternance. Après lui, c'est qui? Et puisque dans le cercle, il proposait son épouse. Et ça a été matérialisé par l'écartement, la mise à l'écart d'un général, et ça a apporté, j'allais dire, accentué les dissensions au sein des cercles de pouvoir. Alors il faut préciser qu'il y avait un congrès du parti au pouvoir zimbabwéen qui était annoncé pour décembre 2017 et d'ores et déjà Robert Mugabe avait annoncé qu'il était encore candidat à sa propre succession en 2018, mais la présence de son épouse et du vice-président zimbabwéen commençait à cristalliser ces batailles, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Mais surtout, parce que pour comprendre ce qui se passe au Zimbabwe, il faut voir un peu ce qui se passe en Algérie et en Angola à côté. Le président Dos Santos a su gérer son alternance au pouvoir. Parce que, premièrement, il faudrait dire que ce n'est pas parce qu'il a mis long au pouvoir que ça cause problème. Il s'agit de la gestion de l'alternance. C'est-à-dire, au sein de... Vous savez ce qui se passe en Algérie. Le président Bouteflika est malade depuis au moins 6 ans. Mais ça ne cause pas de problème. Ça ne cause pas de problème, les institutions fonctionnent. En Angola, ça a commencé à poser des problèmes à un moment où le président Dos Santos était obligé de gérer comme il a géré, effectivement, au sein du MPLA. Au Zimbabwe, Mugabe hésite.
hésite, il y a des dissensions, parce qu'il y a trois, j'allais dire, institutions, on ne peut pas parler d'institutions en tant que telles, mais il y a trois variantes, soit données essentielles. Il y a l'armée, il y a les combattants de la lutte pour la libération, et il y a ce qu'on appelle un correctif de 40, c'est-à-dire au sein duquel on trouve des jeunes de la ZANU-PF. Maintenant, il fallait donc amener tout ce monde-là à s'entendre, à faire un consensus autour de quelqu'un qui ne soit pas son épouse. Justement, l'armée zimbabwéenne avait déjà réagi à travers l'un de ses généraux qui a estimé qu'il y avait une purge qui était effectuée parmi cette vieille garde qui avait lutté pour l'indépendance du Zimbabwe. Est-ce que c'est là le déclic de cette scène qui s'apparente à un coup d'État que l'on vit aujourd'hui? Oui, dans une certaine manière, mais il faut comprendre que au Zimbabwe, on considère, comme en Algérie, comme en Angola, on considère que la décolonisation du continent n'est pas achevée. Et face aux présidents, certains présidents des autres pays africains qui perpétuent l'héritage colonial dans leur pays, ils ont donc trouvé nécessaire ou approprié qu'ils restent au pouvoir afin de, j'allais dire, de garantir ce qui peut encore être de nationalisme africain ou alors de panafricanisme dans leurs États. Et au Zimbabwe, vous avez vu, ils ont passé de crise en crise. Maintenant, comment gérer? L'Algérie a géré ça, par exemple, de cette manière. Vous verrez dans la constitution algérienne, notamment, je pense à l'article 57, où on dit, si vous êtes candidat à la présidence de la République et que vous êtes né après 1954, parce que 1954, c'est l'année de déclenchement de la guerre, il faut montrer que vous n'avez pas partisé avec ceux qui avaient vendu le pays, ou que vos parents ou arrière-grands-parents n'étaient pas considérés comme des traîtres. Ce qui n'est pas fait sur le plan, j'allais dire, institutionnel au Zimbabwe. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, maintenant que l'armée dit officiellement qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais simplement de neutraliser les criminels anti-révolutionnaires? Ce sont leurs propos criminels anti-révolutionnaire tapis dans l'entourage du président Mugabe. Comment analysez-vous cette situation-là? Non, il s'agit ici de ressouder les rangs au sein de ceux qui estiment qu'il faut continuer la politique menée par Mugabe. Parce que voilà, il y a une expression qu'on utilise, rien sans partage, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. C'est peut-être parce que la presse occidentale qui relaie ce qui se passe sur le continent ne comprend pas les enjeux réels. Puisque c'est un régime présidentiel, on donne trop de pouvoir à Mugabe en oubliant les piliers sur lesquels repose le pouvoir. Bon, mais comme c'est lui qui assume, on peut dire qu'il a régné de cette manière. Maintenant, il s'agit pour l'armée de gérer ces dissensions-là et de trouver, de parvenir à un modus vivendi au sein des combattants de la libération, plus l'état-major du parti ZANU-PF, et pour trouver, chercher une formule qui puisse écarter, selon cette armée-là, l'épouse du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État, Robert Mugabe, peut-il survivre encore à ce coup politico-militaire qui se vit au Zimbabwe? Oui, il peut survivre. C'est pour cette raison que, pour le moment, on ne le bouscule pas. On ne le bouscule pas, tout comme on ne bouscule pas le président algérien Bouteflika, on ne le bouscule pas, mais il faudrait qu'il prononce, c'est-à-dire qu'il dise, c'est comme si c'était une bénédiction de leur leader de l'indépendance en disant non, je n'accepte plus que mon épouse puisse s'ériger en successeur, il faudrait trouver un successeur, quelqu'un d'autre qui puisse me succéder au sein du pouvoir. C'est ça qu'ils attendent, c'est ça que l'armée attend. Simplement. Et ce scénario-là ne peut-il pas déboucher sur un départ de Robert Mugabe à la tête du Zimbabwe? Non, s'il ne le dit pas, ça va compliquer la situation. Effectivement, les dissensions au sein d'abord de ces combattants pour la libération, parce qu'eux aussi sont divisés, au sein du collectif des 40 dont je parle, là aussi sont divisés. Il y en a qui lui disent de maintenir, il faut que son épouse perpétue. Il y en a un grand nombre qui leur disent non, vraiment, dis-lui d'écarter et réconcilie le groupe parce que nous allons perpétuer la politique que vous avez mise en place et moins que nous avons mis en place ensemble. Mais, prononce le mot, mais si ça ne se fait pas, l'armée sera contrainte, sera obligée de la signer, de déclarer le coup d'État et de dissoudre l'Assemblée et un certain nombre de choses. Merci Mbombok Bengane pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes consultant et analyste politique sur Equinox Télévision.
Dans le reste de l'actualité, c'est une volte-face spectaculaire vécue au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le conseiller spécial du président du MRC a claqué la porte 3 mois après être arrivé dans ce parti. Wungli Masaga dit avoir découvert la face cachée du MRC, un parti politique dont les agissements, selon lui, sont en parfaite contradiction avec les idéologies qu'il pense défendre et les aspirations démocratiques du Cameroun. Des précisions dans ce reportage de Guy Zogo. C'est un coup de tonnerre. À peine arrivé au mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, Wungli Masaga, alias commandant Kisamba, en est déjà reparti. Oui, j'ai fait une lettre de démission que j'ai d'ailleurs légalisée pour qu'il n'y ait pas de discussion, de contestation. Et elle est sur le net. Je crois que ça suffit. La manière dont j'ai été traité au niveau du MRC et la façon dont j'ai vu la réalité de ce parti ne permet pas de le cautionner. Il dit avoir découvert la réalité du MRC. La réalité du MRC, c'est qu'il n'est pas le parti qu'il prétend être. Les dirigeants du MRC se sont présentés comme d'authentiques patriotes, disant même qu'ils avaient des garanties au niveau familial, que leurs parents ont été engagés dans la lutte, tout ça. Bon, moi, je me suis trouvé dans la situation de reconnaître cette authenticité patriotique. Pour lui, ce parti est une chefferie traditionnelle de l'Ouest. Tel que j'ai perçu les choses, ils n'ont pas pu me convaincre du contraire. Je suis allé avec toute la bonne volonté. J'ai plaidé la cause même du parti non-babi, etc., très sincèrement. Mais je me suis confronté avec des pratiques mais qui ne sont pas des pratiques politiques d'une certaine hauteur. De plus, l'un des griefs majeurs qu'il met en avant concerne ce qu'il qualifie de mépris de Maurice Kamto à son endroit. On est à la hauteur ou on n'est pas à la hauteur. Je ne pense pas que quelqu'un qui veut être un chef d'État puisse avoir des comportements comme ça avec une personne qu'il considère publiquement comme son conseiller spécial. Je ne sais pas où habite M. Kamto, je ne sais pas, on n'a jamais eu des séances de travail privées pour que je puisse, on dit que bon, il y a une relation de conseiller à la personne qui l'assiste. Il ajoute qu'il y a aussi entre lui et le leader du MRC une divergence de fond à propos de la crise anglophone. Si on peut écarter la petite démagogie, on va essuyer les larmes, les anglophones, tout ça. C'est la même chose que c'est la politique du gouvernement. Envoyer des missions pour aller... Il n'y a aucun message politique. Si selon le démissionnaire, sa décision ne change rien, il s'est cependant convaincu de ce qu'elle est un signal fort envoyé au peuple camerounais. Enfin, il affirme demeurer dans l'union des populations du Cameroun et appelle à la tenue des états généraux de ce parti. À l'ère des Paradise Papers et des vastes réseaux de flux financiers illicites dans le monde, les États africains restent les plus vulnérables à l'évasion fiscale. Les experts internationaux réunis à Yaoundé élaborent des stratégies de partage des informations pour limiter la fuite des capitaux sur le continent africain. Le Cameroun n'est pas épargné par ce fléau. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. On a beau titiller le ministre des Finances, impossible d'avoir une idée précise des pertes subies par le Cameroun du fait de la fraude et de l'évasion fiscale. Ce qui est sûr, c'est que le Cameroun en paye un lourd tribut. Nous n'avons pas des détails spécifiques, mais nous voulons penser que nous agissons dans le sens de limiter et de lutter contre les fraudes, les évasions fiscales. Le Cameroun, à travers son administration fiscale, travaille pour gérer au mieux les activités des multinationales et nous voulons penser que sans instruments appropriés à ce stade, il nous sera difficile de vous donner des chiffres exacts, mais le Cameroun souffre encore moins que certains pays de cette situation au regard des mécanismes, au regard de la transparence, au regard des contrôles qui sont effectués tant à l'intérieur qu'avec la participation de nos différents pays amis.
C'est dans ce contexte que se tient à Yaoundé la 10e réunion plénière du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. Preuve s'il en est besoin que le mal est profond et prive l'Afrique, dont le Cameroun fait partie, d'importantes ressources nécessaires à son développement. L'objectif majeur que nous pourrions identifier est en droite ligne des conclusions du rapport du président Thabo Mbeki qui a relevé que les pays africains perdent entre 50 et 60 milliards de dollars par an s'agissant de la fraude et de l'évasion fiscale. Il vous souvient que les Panama Papers et récemment les Paradise Papers illustrent que certaines entreprises multinationales, certains opérateurs évitent de soumettre leurs activités à la taxation locale, amputant nos pays de ressources importantes pour leur développement. L'enjeu est de taille, puisqu'il est question de voir dans quelle mesure bloquer les circuits du mal, en menant un combat sans merci contre les flux financiers illicites, grâce notamment à la coopération fiscale internationale. L'objectif d'optimiser la mobilisation des recettes fiscales intérieures est un objectif majeur pour notre pays, et pour le faire, il s'agit d'échanger des informations d'abord à l'intérieur de l'administration, mais ensuite avec les autres pays. Ces pays-là nous aideraient le moment venu, si on a identifié des opérations frauduleuses ou de l'évasion fiscale ou de la fraude, d'échanger les informations et utiliser d'autres instruments pour aller rechercher dans les pays identifiés certaines opérations qui méritent une technique, une expertise plus approfondie. Tels sont les enjeux de cette conférence qui regroupe tous les acteurs du monde entier intéressés par les questions de transparence fiscale, intéressés par les questions de lutte contre la fraude fiscale. 250 participants venus de 137 pays et juridictions du monde prennent part aux travaux de Yaoundé, dont on espère que les fruits tiendront la promesse des fleurs dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Parlons à présent de l'insécurité grandissante à Youpoué, dans le 2e arrondissement de Douala. Là-bas, les agressions se déroulent à ciel ouvert. Les populations se plaignent, mais rien ne change depuis de nombreuses années. À l'occasion d'une tournée du sous-préfet de cet arrondissement, elles ont tenu à l'implorer afin qu'il soit construit dans leur localité un poste de police ou encore une brigade de gendarmerie pour lutter contre le trafic des stupéfiants et les agressions. Des précisions avec Étienne Pascal Azégué. Le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e a pu toucher du doigt les réalités des populations de Youpoué, un des quartiers de son unité administrative. La tournée de prise de contact a été une occasion pour ces populations de faire étalage de leur quotidien, fait d'insécurité, de trafic de stupéfiants, d'insalubrité, sans oublier le litige foncier, notamment depuis le passage d'une mission mixte du port autonome de Douala et du ministère des Domaines. Concernant ce dernier aspect évoqué, le docteur Didier Bidja, sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e, a tenu à assurer ces populations que la psychose d'un éventuel déguerpissement habite. Quand vous voyez une mission où le sous-préfet n'est pas impliqué, ni le préfet ni le gouverneur, c'est une fausse mission. Rassurez-vous, en ce qui concerne vos habitations, le dossier est entre de bonnes mains. Il est bien suivi, tant par le chef du quartier que par les autorités administratives que nous sommes. Malgré ces assurances du chef de terre, à Youpoué, l'on reste préoccupé par la situation d'insécurité et pour cela, une brigade de gendarmerie ou bien un poste de police serait la bienvenue pour ces populations. Monsieur le sous-préfet, au moment même où cette noble cérémonie est en train de se passer, je ne doute pas que les individus sont en train de perpétuer leur sans besogne, en toute tranquillité et à des endroits connus. Les populations demandent vraiment de toute urgence à Youpoué Sud la création d'un poste de police et d'un poste de gendarmerie. L'activité de la pêche va également connaître un boom à Youpoué avec l'annonce par l'autorité administrative de la construction prochaine d'un port de pêche.
Toute chose qui suscite l'engouement au sein de la population. Vous savez que le quartier Yupoué est essentiellement un quartier des pêcheurs. Nous ne vivons que l'activité économique qui a lieu dans Yupoué est essentiellement de la pêche. Et effectivement, il a mis un accent également sur cette activité-là. Et il a effectivement promis apporter des solutions à cette groupe de pêcheurs qui ne vivent que de cela. Le quartier Yupoué est géographiquement situé à la lisière de la zone portuaire et aéroportuaire de l'arrondissement de Douala 2e. Il constitue la principale porte d'entrée par le plan d'eau fluvial du Vouri. Des diabétiques éprouvent de sérieuses difficultés à adopter une alimentation saine et équilibrée. L'insuffisance des éléments nutritifs dans leur alimentation les expose à de nombreuses complications de leur maladie. Des spécialistes de santé insistent sur une bonne hygiène alimentaire pour les diabétiques. Reportage Steve Eboulet et Flavien Dongo. La jeune fille, sous vos yeux, rencontrée à l'hôpital général de Douala, souffre du diabète. Âgée de 20 ans, elle a été dépistée à la suite d'un accident de la circulation. Quand j'ai fait l'accident, j'étais à l'hôpital. On m'a soigné, mais ça n'allait pas toujours. Je suis rentrée à la maison. Après ça, je pissais, mon ventre grossissait. J'avais toujours soif, j'avais toujours faim. Quand je suis tombée dans le coma, on m'a porté, on m'a mené à l'hôpital à Bonabéry. Là-bas, on m'a dit qu'on ne pouvait pas me traiter là-bas parce que j'ai le diabète. Alors ça qu'on m'a envoyé ici à l'hôpital général. L'annonce de cette nouvelle a été fatale pour la famille. Elle qui a vu son budget passer du simple double à cause du nouveau régime alimentaire de la malade. Bon, au début, pour mes parents, c'était difficile. Et mes frères et soeurs, c'était difficile de me traiter comme une autre personne, donc comme un enfant, comme tout le monde. Mais maintenant qu'ils ont appris à vivre avec moi, à vivre avec ma maladie, maintenant tout le monde me considère comme une personne normale. Ce qu'on sait à tout le monde, c'est ce qu'on me sait, mais quand c'est ce qui n'est pas convenable pour moi, on me sait en petite quantité. Pour des nutritionnistes, la nouvelle donne n'interdit presque plus rien aux diabétiques. Il faut respecter la ration alimentaire. Un diabétique, par exemple, doit faire un effort pour manger 3 principaux repas de la journée. C'est que dans son plat, on devrait avoir la moitié, 50%, fait de légumes. Et le reste de 50%, c'est 25% source de protéines, par exemple, de poisson, et 25% source de glucides. Donc, nos compléments de chez nous. Ça, c'est vraiment important. Donc, voilà, globalement, les astuces sur le plan pratique que le diabétique peut utiliser pour réussir à stabiliser sa glycémie. L'alimentation du diabétique au Cameroun varie selon les revenus de chaque famille. Le sport est nécessaire pour le malade qui respecte une certaine hygiène de vie. Il doit savoir qu'il y a des choses qu'il ne doit plus faire. Par exemple, manger à n'importe quelle heure, manger entre les repas, grignoter. Il doit éviter de faire ça. Donc, et puis les exercices physiques, il doit savoir qu'il doit faire des exercices physiques pour pouvoir réduire le taux de sucre dans le sang, parce qu'il va transpirer. Des personnes souffrant du diabète, quel que soit le type, ont besoin d'un suivi particulier. Je vous annonçais en titre les malheurs de l'équipe nationale de handball dames du Cameroun. Jusqu'à ce jour, elles n'ont pas reçu de visa pour l'Allemagne, où elles doivent participer au championnat du monde de handball. En attendant, c'est dans l'indifférence totale qu'elles s'entraînent au Palais des Sports à Yaoundé. Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Les entraînements à peine terminés, l'équipe nationale de handball dames du Cameroun est bousculée par l'équipe de basketball messieurs, elle aussi en stage au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Mais la question des infrastructures n'est pas le seul problème auquel est confrontée l'équipe nationale de handball dames du Cameroun. Le voyage d'acclimatation prévu en Pologne est hypothéqué faute de visa. On a eu quelques problèmes, quelques difficultés à avoir les visas. Bon, je crois que le problème a été résolu, mais il y a encore des formalités à remplir. Sur place au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, les joueuses sont méconnaissables. En lieu et place du vert ou jaune qui caractérise les équipes nationales, toutes disciplines confondues du Cameroun, les handballeuses abordent un maillot d'une autre couleur. Et même si la simple boîte à pharmacie manque
pour des cas de bobo. Le staff technique affirme que pour l'instant, le travail est axé sur l'étude du jeu et du comportement des adversaires du Cameroun. Nous travaillons surtout sur nos adversaires que nous allons rencontrer au premier tour. Nous sommes dit qu'il y a en face deux styles de jeu que nous allons rencontrer. Des équipes qui jouent en défense alignée, comme on dit chez nous, et des équipes qui jouent en défense montée. En plus de ça, des équipes qui ont des grands gabarits qui tirent fort par rapport à d'autres équipes qui cherchent à fignoler. C'est tout ça que nous mettons sur pied, comment surmonter ces difficultés. Le Cameroun va faire ses premiers pas au championnat du monde de handball dames. Pour les joueuses, le challenge est grand. C'est vraiment du lourd. C'est du lourd, mais nous sommes des Camerounais, nous sommes des lions. Nous allons nous battre pour faire bonne figure au championnat du monde. Tous les adversaires sont redoutables parce que ça fait vraiment longtemps que nous n'avons pas participé à un championnat du monde. Donc, nous allons à ce championnat du monde pour faire mieux qu'en 2005, c'est-à-dire gagner un match. Pourquoi pas aller au second tour? On va essayer d'être au top, de faire le meilleur de nous. Nous ne dirons pas, nous ne vous promettons rien, mais nous voulons également que même si on ne gagnera pas là-bas, qu'on essaye quand même de représenter le Cameroun de manière vraiment particulière, honorable. Le championnat du monde de handball dames se déroule du 1er au 17 décembre prochain en Allemagne. L'Allemagne justement contre qui le Cameroun dispute le match d'ouverture. C'est une grosse déception pour Christian Bassogok, meilleur joueur de la CAN 2017 et champion d'Afrique. Il a été, vous le savez, critiqué pour ses performances durant les éliminatoires de la Coupe du Monde de Russie 2018. Et le Cameroun est éliminé de cette compétition. Il était face à la presse à Douala et a évoqué ses performances durant ces éliminatoires. Des précisions avec Emos Fwanga et Hervé Kemnier. Christian Bassogok, meilleur joueur de la CAN 2017, était face à la presse ce jour à Douala. Joueur anonyme avant sa consécration au Gabon, Christian Bassogok est devenu la coqueluche du public. Nanti d'un titre de meilleur joueur de la CAN 2017, contre toute attente, il prend la décision de s'exiler en Chine. Un choix que le joueur assume. Ça, je ne veux pas dire que c'est un mauvais choix. Donc, par rapport à ma signature en Chine, je fais confiance à mes agents et je pense que ça arrive de voir qu'ils voient la bonne solution pour moi. Donc c'est pour ça que je fais confiance. Donc je n'ai pas plutôt de pression pour dire que je joue en Chine. Donc je fais confiance à mes agents. L'un des projecteurs du football européen, Christian Bassogok pour sa première expérience en Chine, il a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives. L'ancien joueur de Lyon, blessé de Futunish, qui s'est révélé à la CAN 2017, a été la cible des critiques, notamment du coach des Lions notable Hugo Bronze, qui n'a pas été tendre envers le joueur sur son style de jeu. Christian doit être conscient qu'il doit changer sa manière de jouer. C'est prévisible. Si moi j'aurais 40 ans plus jeune, jamais de sa vie, jamais de sa vie. Parce que je sais qu'est-ce qu'il va faire. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il va faire. Donc si Christian va être conscient qu'il ne va pas toujours commencer ballon au pied et courir, il faut une variation dans sa manière de jouer. Encore une fois, tu as vu, il est rentré, mais il fait exactement la même chose. Des déclarations fracassantes du Belge qui n'affectent pas le joueur, qui relativise et promet de redonner des couleurs à sa carrière. Je pense que c'est une façon pour moi de me gonfler le moral parce que je pense que quand tu es le meilleur joueur d'Afrique, il y a beaucoup de personnes qui attendent de toi, qui veulent que tu fasses la différence. Je pense pas qu'il a fait ça pour peut-être m'insulter ou quoi que ce soit. Je pense que c'était une façon de me gonfler le moral. Et je pense que pour moi, il a bien fait de le faire. Il veut juste faire en sorte que le jeu puisse avoir encore plus de qualité et de belles performances que ce qu'on attend de lui. Sur la non-qualification des Lions notables pour le mondial Russie 2018, Christian Bassogok nourrit des regrets. Mais je regrette du fait que le Cameroun ne soit pas qualifié. Vraiment, toujours jouer le Coupe du Monde. Moi, j'aime
J'aimerais dire juste que moi je ne culpabilise pas, mais je regrette que le fait que le Cameroun ne soit pas qualifié étant champion d'Afrique. Là au moins si le Cameroun n'était pas champion d'Afrique, on doit comprendre que non, le Cameroun soit de nulle part pour ne pas se qualifier, mais nous sommes champions et nous ne sommes pas qualifiés pour le Coupe du Monde. Ça c'est un regret que tout joueur peut avoir. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. 2 programmes à suivre ce soir. Actu Santé, présenté par Flavien Dongo, et 237 le débat qui interviendra autour de 21 h, présenté par Duval Fangwa. Bonne soirée sur Equinox Télévision. À la hauteur ou on n'est pas à la hauteur. Je ne pense pas que quelqu'un qui veut être un chef d'État puisse avoir des comportements comme ça avec une personne qu'il considère publiquement comme son conseiller spécial. Je ne sais pas où habite M. Kamto, je ne sais pas, on n'a jamais eu des séances de travail privées pour que je puisse, on dit que bon, il y a une relation de conseiller à la personne qui l'assiste. Il ajoute qu'il y a aussi entre lui et le leader du MRC une divergence de fond à propos de la crise anglophone. Si on peut écarter la petite démagogie, on va essuyer les larmes anglophones, tout ça. C'est la même chose que c'est la politique du gouvernement. Envoyer des missions pour aller... Il n'y a aucun message politique. Si selon le démissionnaire, sa décision ne change rien, il s'est cependant convaincu de ce qu'elle est un signal fort envoyé au peuple camerounais. Enfin, il affirme demeurer dans l'union des populations du Cameroun et appelle à la tenue des états généraux de ce parti. À l'ère des Paradise Papers et des vastes réseaux de flux financiers illicites dans le monde, les États africains restent les plus vulnérables à l'évasion fiscale. Des experts internationaux réunis à Yaoundé élaborent des stratégies de partage des informations pour limiter la fuite des capitaux sur le continent africain. Le Cameroun n'est pas épargné par ce fléau. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. On a beau titiller le ministre des Finances, impossible d'avoir une idée précise des pertes subies par le Cameroun du fait de la fraude et de l'évasion fiscale. Ce qui est sûr, c'est que le Cameroun en paye un lourd tribut. Nous n'avons pas les détails spécifiques, mais nous voulons penser que nous agissons dans le sens de limiter et de lutter contre les fraudes, les évasions fiscales. Le Cameroun, à travers son administration fiscale, travaille pour gérer au mieux les activités des multinationales, et nous voulons penser que sans instruments appropriés à ce stade, il nous sera difficile de vous donner des chiffres exacts, mais le Cameroun souffre encore moins que certains pays de cette situation au regard des mécanismes, au regard de la transparence, au regard des contrôles qui sont effectués tant à l'intérieur qu'avec la participation de nos différents pays amis. C'est dans ce contexte que se tient à Yaoundé la 10e réunion plénière du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. Preuve s'il en est besoin que le mal est profond et prive l'Afrique, dont le Cameroun fait partie, d'importantes ressources nécessaires à son développement. L'objectif majeur que nous pourrions identifier est en droite ligne des conclusions du rapport du président Thabo Mbeki, qui a relevé que les pays africains perdent entre 50 et 60 milliards de dollars par an s'agissant de la fraude et de l'évasion fiscale. Il vous souvient que les Panama Papers et récemment les Paradise Papers illustrent que certaines entreprises multinationales, certains opérateurs évitent de soumettre leurs activités à la taxation locale, amputant nos pays de ressources importantes pour leur développement. L'enjeu est de taille, puisqu'il est question de voir dans quelle mesure bloquer les circuits du mal, en menant un combat sans merci contre les flux financiers illicites, grâce notamment à la coopération fiscale internationale. L'objectif d'optimiser la mobilisation des recettes fiscales intérieures est un objectif majeur pour notre pays, et pour le faire, il s'agit d'échanger des informations d'abord à l'intérieur de l'administration, mais ensuite avec les autres pays. Ces pays-là nous aideraient le moment venu. Si on a identifié
des opérations frauduleuses ou de l'évasion fiscale ou de la fraude, d'échanger les informations et utiliser d'autres instruments pour aller rechercher dans les pays identifiés certaines opérations qui méritent une technique, une expertise plus approfondie. Tels sont les enjeux de cette conférence qui regroupe tous les acteurs du monde entier intéressés par les questions de transparence fiscale, intéressés par les questions de lutte contre la fraude fiscale. 250 participants venus de 137 pays et juridictions du monde prennent part aux travaux de Yaoundé, dont on espère que les fruits tiendront la promesse des fleurs dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Parlons à présent de l'insécurité grandissante à Yupwe, dans le 2e arrondissement de Douala. Là-bas, les agressions se déroulent à ciel ouvert. Les populations se plaignent, mais rien ne change depuis de nombreuses années. À l'occasion d'une tournée du sous-préfet de cet arrondissement, elles ont tenu à l'implorer afin qu'il soit construit dans leur localité un poste de police ou encore une brigade de gendarmerie pour lutter contre le trafic des stupéfiants et les agressions. Des précisions avec Étienne Pascal Azégué. Le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e a pu toucher du doigt les réalités des populations de Yupwe, un des quartiers de son unité administrative. La tournée de prise de contact a été une occasion pour ces populations de faire retour à l'ordre constitutionnel. À la suite de cette situation assez confuse au Zimbabwe, les réactions sont assez divergentes entre les dirigeants africains et la communauté internationale. Déjà, l'Union africaine demande aux militaires de mettre un terme immédiat à leur action et réclame le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Zimbabwe. Le président nigérian appelle les acteurs politiques et militaires à éviter toute action qui puisse plonger le Zimbabwe dans un conflit inutile qui aurait un impact négatif dans cette sous-région d'Afrique australe. Par contre, l'Union européenne appelle à un dialogue pour sortir de la crise et le Royaume-Uni est allé plus loin et exige déjà l'organisation des élections libres et justes afin que les Zimbabwéens puissent décider de leur avenir. Selon le Royaume-Uni, Robert Mugabe est un tyran qui a dirigé d'une main de fer le Zimbabwe. Par contre, c'était un héros au début des années 80, lui qui a lutté pour l'indépendance du Zimbabwe. Il a été élu président pour la première fois dans les années 80, mais son mode de gouvernance va exacerber les tensions sociales durant des crises économiques. En 37 ans de règne, Robert Mugabe a survécu à ses adversaires politiques et surmonté tous les problèmes de santé. Cependant, sa longévité au pouvoir a cristallisé des batailles de succession au sein du sérail. Portrait d'un héros de l'indépendance zimbabwéenne, panafricaniste et dirigeant autoritaire. C'est avec Kedjara et Carlos Minoué. Âgé de 93 ans, Robert Mugabe est à ce jour le plus âgé des chefs d'État au monde. Né le 21 février 1924 à Kutama, dans l'ancienne Rhodésie du Sud, aujourd'hui Zimbabwe, il arrive au pouvoir le 31 décembre 1987. Il est âgé de 29 ans seulement. Avant d'être président de la République, celui qui est considéré comme l'un des pères de l'indépendance sera d'abord Premier ministre de 1980 à 1987 sous l'ère du président Canaan Banana. Il sera réélu président 5 fois de suite, en 1990, en 1996, en 2002, en 2008 et enfin en 2013. Diplômé des universités de Fort Hare, de Londres et d'Afrique du Sud, Robert Mugabe est l'un des chefs de la guérilla à avoir combattu pour l'établissement d'un pays souverain et non ségrégationniste. Il s'est démarqué dans les années 2000 en lançant une réforme agraire censée corriger les inégalités du passé colonial. Plus de 4000 agriculteurs de race blanche du Zimbabwe ont été expulsés de leurs terres qui ont été redistribuées à des Noirs. Réforme qui avait poussé Robert Mugabe à affirmer que son pays a réussi à être de nouveau autosuffisant sur le plan alimentaire, et cela grâce à une bonne centralisation de l'agriculture. Plus tard, il fera de nouveaux ajustements en rappelant certains fermiers blancs. Au-delà de l'agriculture, il a œuvré pour la réconciliation des anciens colons, investi massivement dans l'éducation, la santé, des actions qui pousseront la reine d'Angleterre à lui décerner la distinction de commandant de l'ordre de Bath en 1994. Mais progressivement, l'homme bienveillant, ancien directeur d'école,
basculera vers l'autocratie. Même si pour une partie de sa population, il reste et demeure le père de l'indépendance. Comment le Zimbabwe, ce pays d'Afrique australe, a-t-il basculé dans une crise politique aggravée par des batailles de succession et avec cette scène qui s'apparente à un coup d'État? Sur ce plateau avec nous, Bombok Bengan, consultant et analyste politique sur Equinox Télévision. Bombok Bengan, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir à nos téléspectateurs. Vous réagirez bien sûr sur cette scène qui s'apparente à un coup d'État au Zimbabwe, mais avant, la réaction des parlementaires camerounais avec des similitudes qui existent entre la situation vécue au Zimbabwe et peut-être celle qui est risquée au Cameroun, avec un chef de l'État également qui a déjà passé plus de 30 ans à la tête du pays et dont les risques d'instabilité politique inquiètent également la communauté nationale et internationale. Comment réagissent les parlementaires camerounais face à ce qui est présenté comme un coup d'État par l'Union africaine au Zimbabwe? Élément de réponse avec Guy Zogo dans ce reportage. La chute de Robert Mugabe au Zimbabwe est commentée à l'Assemblée nationale par les députés. Au RDPC, l'armée est présentée comme devant garantir le bon fonctionnement des institutions. Toute armée doit être une armée républicaine, c'est-à-dire elle est là pour protéger les institutions et non pour véritablement exercer le pouvoir politique. On verra pour la suite des événements. Un avis que l'on ne partage pas au MRC, où l'on explique que Robert Mugabe avait perdu les repères et aurait dû passer la main. Trop, c'est trop. À un moment donné, lorsqu'on dirige, quand on commence à perdre des repères, il faut passer la main à la jeune génération. Son sort est comparé à celui de Bourguiba en Tunisie. Robert Mugabe est en train de partir comme Bourguiba était parti. Quand les Tunisiens ont compris qu'il avait perdu les repères, alors on lui a seulement dit d'aller rester dans une résidence. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après 37 ans de règne sans partage au Zimbabwe, Robert Mugabe, 94 ans, est assigné en résidence surveillée depuis 24 heures. L'armée contrôle tous les points névralgiques de la capitale Harare et la scène s'apparente à un coup d'État contre un héros de l'indépendance zimbabwéenne, devenu aux yeux de certains un tyran qui a dirigé d'une main de fer le Zimbabwe. Comment ce pays d'Afrique australe a-t-il basculé dans une crise politique aggravée par des batailles de succession au sein du sérail? Ce soir, Equinox Télévision vous donne les clés pour comprendre cette situation confuse au Zimbabwe qui interpelle tout le continent africain. À l'ère des Paradise Papers et des flux financiers illicites dans le monde, le Cameroun est aussi vulnérable face à l'évasion fiscale, constat fait lors d'un forum international sur les flux financiers illicites qui se tient à Yaoundé. Vous écouterez des experts élaborer des stratégies de partage de renseignements pour limiter la fuite des capitaux dans le monde. Et vous suivrez également le malheur de l'équipe nationale de handball dames. Jusqu'ici, elles n'ont pas reçu de visa pour l'Allemagne où doit se tenir une compétition internationale de handball et elles s'entraînent dans l'indifférence totale. Et vocation à suivre dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'Union africaine condamne ce qui apparaît à ses yeux comme un coup d'État au Zimbabwe. En l'espace de 24 heures, l'armée a placé en résidence surveillée Robert Mugabe, président du Zimbabwe. Son homologue sud-africain confirme qu'il est détenu chez lui à Harare. L'armée zimbabwéenne a quadrillé tous les points névralgiques de la capitale zimbabwéenne. L'on note également qu'elle refuse de parler d'un coup d'État militaire, mais affirme qu'elle s'en prend uniquement aux criminels anti-révolutionnaires tapis dans l'entourage du président Robert Mugabe. Nos reporters Gladys Sidier et Carlos Minoué ont fait le monitoring des événements survenus
au Zimbabwe entre mardi soir et ce mercredi. Regardez. Mercredi 15 novembre, la situation à la mi-journée au Zimbabwe. La confusion règne, les interrogations fusent de toutes parts. Que se passe-t-il réellement dans le pays? Qui dirige le Zimbabwe? Où se trouve le président Robert Mugabe et ses proches? Que veulent les militaires qui sont sortis des casernes depuis hier avec des chars et des armes lourdes? Aucune information officielle ne permet de répondre avec certitude à toutes ces interrogations. La situation est complexe et la confusion est totale. Des indiscrétions confient que le chef de l'État Robert Mugabe est entre les mains des chefs militaires. Ces derniers ont envoyé des troupes en grand nombre dans la capitale Harare pour prendre le contrôle des édifices de la radio-télévision nationale et d'autres points névralgiques de la ville capitale. Plusieurs autres personnalités ont été mises aux arrêts par des hommes en tenue. Mais jusqu'ici, aucune violence n'a été signalée et les populations sont confinées chez elles. Tout a commencé hier en fin de matinée quand les populations ont fait état de plusieurs explosions à Harare. Aux premières heures de ce mercredi, pendant une déclaration à la télévision publique, des militaires ont démenti qu'un coup d'État soit en cours au Zimbabwe. Who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice. There is a plan by the same individuals to influence the current purging which is taking place in the political sphere. Mugabe est engagé dans un bras de fer sans précédent avec le chef de l'armée qui a dénoncé en début de semaine sa décision de limoger le vice-président. Ce dernier bénéficie des soutiens forts au sein de l'armée. Ce limogeage serait donc la source de cette confusion qui s'est installée à Harare. L'on parle aussi d'une guerre de clans dans l'entourage du chef de l'État à l'origine de la confusion. Les représentants diplomatiques ont commencé à réagir. L'ambassade des États-Unis a par exemple publié un communiqué recommandant à ses ressortissants de rester à l'abri chez eux jusqu'à nouvel ordre. L'ambassade du Royaume-Uni dans le pays a également diffusé un message sur son compte Twitter faisant état d'une activité militaire inhabituelle et appelant ses citoyens à rester en sécurité. L'ambassade du Canada a aussi appelé ses ressortissants à plus de prudence. Jusqu'à la mi-journée de ce mercredi 15 novembre au Zimbabwe, rien ne présage un... Il a perdu le pouvoir. Le mouvement pour la défense de la République, MDR, lui indique qu'une autre issue plus sereine aurait pu être envisagée. Pour toute situation où c'est la force, c'est la brutalité qui agit, ce n'est pas bien. Il aurait été plus souhaitable de faire un passage en douce, ce qui serait encore bien pour tout le monde. Pour autant, ce parti admet qu'on n'est plus se lasser de Robert Mugabe. Le patriarche, puisqu'il s'agit de Mugabe qui a quand même, je pense que jusque-là c'était le plus ancien. Il a mis du temps, peut-être que le peuple s'est lassé de lui. Mais s'il fallait changer de dirigeants, peut-être qu'il fallait organiser ça d'une autre manière. Reste pour le MRC qu'il y a là une issue qui pourrait arriver à d'autres. Ce qui est arrivé à Mugabe, ça peut arriver à d'autres personnes. Même à moi, si je veux rester à la tête longtemps, si les militants de bas disent non, 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 ça ne va pas. Moi, je suis député aujourd'hui. S'il m'arrive d'avoir 2 mandats, 3 mandats, je dis que non, 3 c'est trop. Finalement, bien que loin en Afrique australe, le Zimbabwe fait retentir son écho sur tous les leaders politiques africains. Nous n'hésiterons pas. Précisons que l'Union africaine a réagi et condamne ce qui apparaît comme un coup d'État au Zimbabwe et demande à l'armée de respecter l'ordre constitutionnel au Zimbabwe, d'éviter toute effusion de sang. Je vous le disais sur ce plateau avec nous, Bombok Bengan. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation politique très tendue et confuse au Zimbabwe? C'est la mauvaise gestion, ou alors, si vous voulez, les hésitations portées par le président zimbabwéen Robert Mugabe pour, j'allais dire, la gestion des dissensions au sein de la ZANU-PF.
C'est-à-dire il ne s'agit pas de la longévité au pouvoir ici. Il s'agit de gérer l'alternance. Après lui, c'est qui? Et puisque dans le cercle, il proposait son épouse. Et ça a été matérialisé par l'écartement, la mise à l'écart d'un général. Et ça a apporté, j'allais dire, accentué les dissensions au sein des cercles de pouvoir. Alors il faut préciser qu'il y avait un congrès du parti au pouvoir zimbabwéen qui était annoncé pour décembre 2017 et d'ores et déjà Robert Mugabe avait annoncé qu'il était encore candidat à sa propre succession en 2018, mais la présence de son épouse et du vice-président zimbabwéen commençait à cristalliser ces batailles, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Mais surtout, parce que pour comprendre ce qui se passe au Zimbabwe, il faut voir un peu ce qui se passe en Algérie et en Angola à côté. Le président Dos Santos a su gérer son alternance au pouvoir. Parce que, premièrement, il faudrait dire que ce n'est pas parce qu'il a mis l'homme au pouvoir que ça cause problème. Il s'agit de la gestion de l'alternance. C'est-à-dire, au sein de... Vous savez ce qui se passe en Algérie. Le président Bouteflika est malade depuis au moins 6 ans. Mais ça ne cause pas de problème. Ça ne cause pas de problème, les institutions fonctionnent. En Angola, ça a commencé à poser des problèmes à un moment où le président Dos Santos était obligé de gérer comme il a géré, effectivement, au sein du MPLA. Au Zimbabwe, Mugabe hésite. Il y a des dissensions parce qu'il y a 3, j'allais dire, institutions, on ne peut pas parler d'institutions en tant que telles, mais il y a 3 variantes, soit données essentielles. Il y a l'armée, il y a les combattants de la lutte pour la libération et il y a ce qu'on appelle un correctif de 40. C'est-à-dire au sein duquel on trouve des jeunes de la ZANU-PF. Maintenant, il fallait donc amener tout ce monde-là à s'entendre, à faire un consensus autour de quelqu'un qui ne soit pas son épouse. Justement, l'armée zimbabwéenne avait déjà réagi à travers l'un de ses généraux qui a estimé qu'il y avait une purge qui était effectuée parmi cette vieille garde qui avait lutté pour l'indépendance du Zimbabwe. Est-ce que c'est là le déclic de cette scène qui s'apparente à un coup d'État que l'on vit aujourd'hui? Oui, dans une certaine manière. Mais il faut comprendre que au Zimbabwe, on considère, comme en Algérie, comme en Angola, on considère que la décolonisation du continent n'est pas achevée. Et face aux présidents, certains présidents des autres pays africains qui perpétuent l'héritage colonial dans leur pays, ils ont donc trouvé nécessaire ou approprié qu'ils restent au pouvoir afin de, j'allais dire, de garantir ce qui peut encore être de nationalisme africain ou alors de panafricanisme dans leurs États. Et au Zimbabwe, vous avez vu, ils ont passé de crise en crise. Maintenant, comment gérer? L'Algérie a géré ça, par exemple, de cette manière. Vous verrez dans la constitution algérienne, notamment, je parle de l'article 57, où on dit, si vous êtes candidat à la présidence de la République et que vous êtes né après 1954, parce que 1954, c'est l'année de déclenchement de la guerre, il faut montrer que vous n'avez pas partisé avec ceux qui avaient vendu le pays, ou que vos parents ou arrière-grands-parents n'étaient pas considérés comme des traîtres. Ce qui n'est pas fait sur le plan, j'allais dire, institutionnel au Zimbabwe. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, maintenant que l'armée dit officiellement qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais simplement de neutraliser les criminels anti-révolutionnaires? Ce sont leurs propos, criminels anti-révolutionnaires tapis dans l'entourage du président Mugabe. Comment analysez-vous cette situation-là? Non, il s'agit ici de ressouder les rangs au sein de ceux qui estiment qu'il faut continuer la politique menée par Mugabe. Parce que voilà, il y a une expression qu'on utilise, rien sans partage, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. C'est peut-être parce que la presse occidentale qui relaie ce qui se passe sur le continent ne comprend pas les enjeux réels. Puisque c'est un régime présidentiel, on donne trop de pouvoir à Mugabe en oubliant les piliers sur lesquels repose le pouvoir. Bon, mais comme c'est lui qui assume, on peut dire qu'il a régné de cette manière. Maintenant, il s'agit pour l'armée de gérer ces dissensions-là et de trouver, de parvenir à un modus vivendi au sein des combattants de la libération, plus l'état-major du parti ZANU-PF, et pour trouver, chercher une formule qui puisse écarter, selon cette armée-là, l'épouse du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État, Robert Mugabe, peut-il survivre encore à ce coup politico-militaire qui se vit au Zimbabwe? Oui, il peut survivre. C'est pour cette raison que, pour le moment, on ne le bouscule pas.
on ne le bouscule pas. Tout comme on ne bouscule pas le président algérien, Bouteflika, on ne le bouscule pas, mais il faudrait qu'il prononce. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est comme si c'était une bénédiction de leur leader de l'indépendance en disant non, je n'accepte plus que mon épouse puisse s'ériger en successeur, il faudrait trouver un successeur, quelqu'un d'autre qui puisse me succéder au sein du pouvoir. C'est ça qu'ils attendent, c'est ça que l'armée attend, simplement. Et ce scénario-là ne peut-il pas déboucher sur un départ de Robert Mugabe à la tête du Zimbabwe? Non, s'il ne le dit pas, ça va compliquer la situation. Effectivement, les dissensions au sein d'abord de ces combattants pour la libération, parce qu'eux aussi sont divisés, au sein du collectif des 40 dont je parle, là aussi sont divisés. Il y en a qui lui disent de maintenir, il faut que son épouse perpétue. Il y en a un grand nombre qui leur disent non, vraiment, dis-lui d'écarter et réconcilie le groupe parce que nous allons perpétuer la politique que vous avez mise en place et moins que nous avons mis en place ensemble, mais prononce le mot. Mais si ça ne se fait pas, l'armée sera contrainte, sera obligée de la signer, de déclarer le coup d'État et de dissoudre l'Assemblée et un certain nombre de choses. Merci Mbombok Bengane pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes consultant et analyste politique sur Equinox Télévision. Dans le reste de l'actualité, c'est une volte-face spectaculaire vécue au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le conseiller spécial du président du MRC a claqué la porte 3 mois après être arrivé dans ce parti. Wungli Massaga dit avoir découvert la face cachée du MRC, un parti politique dont les agissements, selon lui, sont en parfaite contradiction avec les idéologies qu'il pense défendre et les aspirations démocratiques du Cameroun. Des précisions dans ce reportage de Guy Zogo. C'est un coup de tonnerre. À peine arrivé au mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, Wungli Massaga, alias commandant Kissamba, en est déjà reparti. Oui, j'ai fait une lettre de démission que j'ai d'ailleurs légalisée pour qu'il n'y ait pas de discussion, de contestation. Et elle est sur le net. Je crois que ça suffit. La manière dont j'ai été traité au niveau du MRC et la façon dont j'ai vu la réalité de ce parti ne me permet pas de le cautionner. Il dit avoir découvert la réalité du MRC. La réalité du MRC, c'est que il n'est pas le parti qu'il prétend être. Les dirigeants du MRC se sont présentés comme d'authentiques patriotes, disant même qu'ils avaient des garanties au niveau familial, que leurs parents ont été engagés dans la lutte, tout ça. Bon, moi, je me suis trouvé dans la situation de reconnaître cette authenticité patriotique. Pour lui, ce parti est une chefferie traditionnelle de l'Ouest. Tel que j'ai perçu les choses, ils n'ont pas pu me convaincre du contraire. Je suis allé avec toute la bonne volonté. J'ai plaidé la cause même du parti non-babi, etc., très sincèrement. Mais je me suis confronté avec des pratiques mais qui ne sont pas des pratiques politiques d'une certaine hauteur. De plus, l'un des griefs majeurs qu'il met en avant concerne ce qu'il qualifie de mépris de Maurice Kamto à son endroit. On est